Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre plateforme Congo Mikili, le site le plus populaire de la diaspora congolaise et pourquoi pas africaine, parce que c'est un site suivi par tous les Africains, par tous les Congolais en particulier. Et ce soir, aujourd'hui, nous voulons vous dire merci. Merci de votre fidélité, merci de votre persévérance, merci de votre constance. Et Congo Mikili est toujours là pour vous donner l'information juste et l'heure juste sur la situation en République démocratique du Congo. Nous vous disons merci également pour votre participation, vos commentaires enrichissants, et nous encourageons ces commentaires-là pour l'édification de la culture congolaise. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire le point sur cette situation de crise que traverse le peuple congolais. Nous sommes partis de loin. Nous sommes rendus à un niveau où il y a beaucoup de déceptions, il y a eu beaucoup d'attentes. Il y a eu des dialogues qui se sont amorcés et puis les résultats ne sont pas toujours satisfaisants pour tout le monde. Il y a beaucoup de déceptions, il y a beaucoup de frustrations, il y a des regrets, il y a aussi de l'enchantement. Il y en a pas mal qui sont très contents des résultats ou des échecs des dialogues qui se sont amorcés. Et aujourd'hui, nous voulons faire le point, comme je l'ai dit. Nous voulons parcourir un tout petit peu les grands moments de l'histoire congolaise jusqu'à la fin de 2016. Nous voulons un peu réfléchir ensemble. Nous voulons un peu voir où sont nos perspectives d'avenir. Où est-ce que nous sommes, d'où nous sommes venus, où est-ce que nous allons. Nous voulons aujourd'hui étudier tous ces éléments à la lumière justement du passé et pour que le futur soit florissant. Pour nous accompagner dans cette aventure, nous sommes allés chercher très loin et nous avons amené au studio le professeur Emongo Lumumba, qui est docteur en philosophie et lettres de l'Université libre de Bruxelles. Il est écrivain, il est directeur de la collection Pluralisme aux presses de l'Université de Montréal. Il est écrivain polyvalent, des romans, des contes, des théâtres, des poésies. Et son dernier essai date de 2016 qui s'intitule « Le paradigme de Lumumba, libre ou mourir ». En dehors de cela, il est également enseignant au collège ANSIC de Montréal. Il est enseignant dans d'autres universités ici au Canada. Professeur Emongo, bonjour. Bonjour madame. Et bienvenue sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Pour le deuxième intervenant, il s'agit de M. Sostène Kongodila Samba. Il est chef de file de l'opposition congolaise au Canada, président fondateur du mouvement citoyen Carton Rouge, également membre de l'association Amis du révérend pasteur Toumi au Canada et finalement consultant en géopolitique. Bonjour Monsieur Samba. Bonjour Madame. Comme troisième intervenant sur ce plateau, il s'agit de Monsieur Jean-Baptiste Ngankoy, président section UDPS Québec, président du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement en sigle RASOP Québec. Bonjour Monsieur Ngankoy. Bonjour Maman Yvette. Encore une fois, bienvenue sur ce plateau de Congo Mikili. Merci et j'en profite pour saluer tous les spectateurs de Congo Mikili et de partout ailleurs qui nous suivent à ces moments. Merci beaucoup. Je voudrais préciser que nous aurions voulu réunir tout le paysage politique congolais sur ce plateau, mais nous n'avons pas réussi justement à le faire. Nous avions invité des membres de PPRD, nous avions également invité des membres de l'UNC. Ceux de PPRD ont désisté à la toute dernière minute et ceux de l'UNC n'ont pas pu justement répondre à l'invitation à temps et donc le nombre a été bouclé à l'avance pour cela. Tous ceux qui voudront à l'avenir intervenir ou participer au débat ou contribuer à l'édification du peuple congolais sont les bienvenus sur Congo Mikili. Alors le plateau est ouvert, vous pouvez appeler, vous pouvez partager vos réflexions, vous pouvez présenter vos analyses pour l'enrichissement de tous les Congolais. C'est très important que nous apprenions à discuter, à échanger, à débattre ensemble pour l'avancement des idées et pour la consolidation d'un noyau intellectuel capable de nourrir la réflexion et faire avancer
nos conditions de vie en République démocratique du Congo et pourquoi pas pour toute l'Afrique. Sur ce, nous allons commencer le débat. Encore une fois, merci à vous trois qui avez répondu présent à l'invitation. Nous allons donc commencer le point sur la République démocratique du Congo, sur la crise politique que nous traversons. Nous allons essayer de faire un tour de table. Et premièrement, je vous demanderai de penser au Congo quand vous allez prendre la parole pour vos interventions. Pensez au bien fondé de tous ces enfants, de toute cette jeunesse qui met l'espoir en vous, qui allez donner vos points de vue aujourd'hui. Parce que ce que nous sommes en train de faire ici, c'est un travail de conscientisation d'un peuple, c'est un travail d'édification du peuple. Et donc, tous ces jeunes qui s'assoient dans leur maison pour vous suivre ont besoin de comprendre ce qui se passe réellement chez nous et pourquoi nous nous en sommes arrivés là. On va faire un tour de table pour la première question. Et ma question consiste à savoir... comment se porte la RDC aujourd'hui, Monsieur Jean-Baptiste? Ok, merci beaucoup de cette occasion que vous me donnez en cette fin d'année pour faire le point sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Premièrement, je commencerai par souhaiter mes vœux de joyeuses fêtes à l'ensemble du peuple congolais qui souffre. Ce vœu s'adresse particulièrement aux populations de l'Est qui continuent à mourir comme des petits chiens à cause de l'irresponsabilité des gens qui sont au pouvoir à Kinshasa. Je pense à la jeunesse qui est à Kinshasa, qui a mis beaucoup d'espoir sur l'année 2016, mais qui a vu cette année passer comme ça, cette date historique du 19 décembre passer comme si de rien n'était. Je les encourage, je leur dis que ce n'est pas fini, ce n'est que le début. Le combat continue. 2017 sera déterminant et qu'ils se mettent en mouvement, qu'ils se mettent debout pour qu'ensemble nous puissions mettre ces régimes sanguinaires qui est à Kinshasa à la porte. Et comment se porte la RDC aujourd'hui? La RDC ne se porte pas bien. Comme vous le savez, depuis 2011, l'année du hold-up électoral qui s'est passé à Kinshasa, la RDC ne s'est jamais bien portée et ça continue de mal en pis. Vous avez suivi la vague de tueries qui se passe à Kinshasa, ça ne se passe nulle part ailleurs au monde. En 2015, au mois de janvier, le 20, le 19, le 20, le 21, on a tué des gens comme des petits chiens. Et là, j'en appelle au Premier ministre Sami Badibanga qui avait comme un leitmotiv les charniers de Maluku. Je lui rappelle que maintenant qu'il est Premier ministre, il est temps qu'il réveille ces dossiers-là de charniers de Maluku, les gens qu'on avait tués le 19, le 20, le 21 janvier 2015. Vous avez suivi le 19, le 20 septembre 2016, le 19 septembre, date où la CENI devait convoquer le corps électoral pour des élections pour l'alternance en RDC. À la place, on a tué des gens à Kinshasa. Le 19 décembre dernièrement, on a tué des gens à Kinshasa. On continue à faire ces bilans macabres et qui n'en finit pas. Et nous nous disons que c'est fini. Le social, n'en parlons pas. À Kinshasa maintenant, quand vous parlez, vous êtes contre ces régimes-là, vous avez des options où on vous tue, où vous allez en exil. Donc il n'y a pas de place ou en prison. Il n'y a pas de place pour des voix discordantes. Alors là, nous allons commencer une nouvelle année. Nous disons que trop, c'est trop. Ces régimes-là doivent être mis hors d'état de nuire. Monsieur Samba. Oui, bonjour madame. Comme vient de le dire monsieur Nganko, éventuellement, je vais essayer d'enrichir là-dessus. La RDC va très mal. Et d'ailleurs, comme l'ensemble de l'Afrique, la RDC va très mal. Pour ne pas faire la redondance de ce qu'il vient de dire, ce matin, j'ai suivi la sentence qui est tombée, par exemple, lors de l'arrestation de M. Joseph Franck Djongo, qui a écopé de 5 ans de prison. C'est la première fois dans une république qu'on peut faire comparaître un député qui a un mandat de la population sur une civière. C'est incroyable et inadmissible. Donc, raison pour laquelle
je pense que la RDC va très très mal. Et même la liberté d'expression, la liberté de la presse, les journalistes que vous êtes ne sont plus les bienvenus en RDC. L'exemple le plus flagrant, c'est celui de Eliezer, qui à chaque manifestation ne fait que perdre ses matériels de travail. La RDC va mal, l'Afrique va très très mal, le Congo va très très mal. L'Afrique en général, nous ne pouvons comprendre un président qui arrive au terme de son mandat, qui n'organise pas des élections, mais qui veut quand même demeurer président de la République. On ne peut que voir cela en Afrique. Nous ne pouvons comprendre un président qui organise les élections, qui perd les élections, qui appelle son homologue pour le féliciter, mais 3 jours après, ou 1 semaine après, qui change. On ne peut que voir cela en Afrique. Là, vous faites l'allusion à Yaya Jammeh en Gambie. en Gambie. Oui. Nous ne pouvons comprendre qu'un président qui arrive au terme de ses 3 mandats, qui organise un faux référendum, qui organise des fausses élections et qui emprisonne tous les opposants politiques. On ne peut que voir cela en Afrique. Donc, partant de tous ces principes, nous pensons que la RDC ne va pas bien. Le mal ne fait que s'empirer. La population le vit au quotidien. Et les images parlent d'eux-mêmes. Merci beaucoup. Monsieur Lumumba. Ben écoutez, je souscris totalement à ce qui vient d'être dit par les autres participants. J'ajouterai peut-être des éléments que je considère comme des faits sur le terrain. Lorsque, madame, une crise est artificiellement organisée par un président de la République qui, en principe, a été élu démocratiquement et qui donc, normalement, a prêté serment sur la Constitution, qui est le projet de société du Congo, mais qui organise, je dis bien, et le mot a son sens, qui organise une crise de manière totalement artificielle. Et pourquoi le mot organise? Parce que c'était voulu, parce qu'il s'est donné les moyens d'en arriver là. Et sur base de quoi vous faites une telle affirmation? Les faits sont là qui parlent. Je vous donne des exemples. D'un côté, au moment même où nous sommes en train de parler, l'Est de la République démocratique du Congo, depuis plus de 20 ans, a voté Kabila la première fois sur la base d'une promesse. Nous allons remettre la paix. 20 ans après, pratiquement, c'est-à-dire que ça a commencé avant Kabila. Où est-ce qu'on en est? Nulle part. Pendant que nous parlons ici à Montréal, des gens sont en train de mourir à Beni et ailleurs. Pendant ce temps, on négocie à Kinshasa. Il y a là quelque chose d'artificiel, de voulu, d'organisé, qui fait que d'un côté, on vous jette la poudre aux yeux, de l'autre côté, on tient tous les outils du pouvoir. L'armée, la police, les services de renseignement. Il n'est pas un seul élément de souveraineté populaire, quel qu'il soit. L'économie, mais à tous les niveaux, qui ne soit pas totalement et entièrement et exclusivement contrôlé par la présidence de la République. Alors, si vous me dites que les faits ne parlent pas d'eux-mêmes, la justice, le mot justus en latin, c'est juste le milieu, ni trop ni trop peu, ni pour vous ni contre moi, mais seulement ce qui est juste entre nous deux. Qu'est-ce qu'il en est en République démocratique du Congo? Tous ceux qui ont osé réfléchir lucidement et qui ont parfois même utilisé leur mandat donné par le peuple de députés dans l'exercice de leurs fonctions, qui ont osé simplement s'exprimer devant la population du Congo, eh bien, madame, Diomi Ndongala, pour ne pas le citer, et dernièrement, on vient de l'évoquer, le cas, les images abjectes, des images insoutenables d'un député, toujours jouissant de son immunité parlementaire, inconscient, mais qui comparaît devant la justice. Il a dit, il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça, je dirais, il n'y a qu'au Congo qu'on peut voir ça. Cette justice roule pour qui? Pour le même Kabila. Tout ça, selon moi,
ce sont des éléments, des faits qui parlent d'eux-mêmes. Je vous donnerai d'autres faits qui souvent passent un peu inaperçus. Juste quelques heures, quelques jours avant la nomination du fameux gouvernement Badibanga, le même Joseph Kabila, sachant que son mandat arrivait à terme, et sachant que la population du pays n'en voulait plus de lui, qu'est-ce qu'il fait? Il procède à des nominations tambour battant. C'est passé presque complètement inaperçu. En 2011, c'est très exactement ce qu'il a fait. Depuis le mois de janvier-février, il a procédé à des nominations à des postes clés, aussi bien à la capitale qu'à l'arrière-pays. Ce qui lui a permis de contrôler mais totalement l'administration publique à tous les niveaux. Et quand donc les élections arrivent, les dés étaient pipés d'avance. Donc on peut comme ça continuer d'énumérer des éléments. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement, permettez-moi de le dire, ce n'est pas seulement Kabila et ce qu'on appelle généralement la Kabylie qui pose problème, mais aussi ce qu'on appelle l'opposition. Qu'est-ce que c'est que l'opposition République démocratique du Congo? Je vais vous interrompre un tout petit peu, Monsieur Lumumba. J'ai suivi Monsieur Mende. Monsieur Mende, oui, il s'appelle Mende, celui du PPRD. Le porte-parole du PPRD, quand il prend la parole, le Congo va très bien. Et Kabila va laisser le pouvoir, enfin il ne dit pas exactement va laisser le pouvoir, il dit que Kabila va respecter la Constitution. Il a répondu plus ou moins au discours du cardinal Mosengo pour la fête du 24 décembre. Je sais que c'est vous qui posez des questions. Alors, je m'excuse beaucoup, papa. Et selon M. Mende, le Congo va très bien. Kabila est en train de respecter la Constitution. Il ne comprend pas pourquoi l'opposition s'acharne. Et dans ses propos, il montre justement cette division de l'opposition. Si l'opposition veut avoir la place de la primature, l'opposition n'a qu'à s'arranger pour avoir cette place de la primature. Dans son paysage visuel, on sent qu'il n'y a aucun problème au niveau de la Constitution. Cette Constitution est respectée. Eh bien, tout à l'heure, j'ai failli vous interrompre, je m'en excuse. C'est parce que lorsque vous citez le nom de Lambert Mende, je n'ai pas les moyens de ne pas m'énerver. Le même Lambert Mende... Donc, on va essayer de se calmer un tout petit peu. L'inénarrable Lambert Mende a dit, et je le cite de mémoire, que le 19 décembre 2016, Kabila lui a dit qu'il y aurait passation de pouvoir civilisé en République démocratique du Congo. Il l'a dit dans la presse. Je demande à tous nos internautes de taper sur n'importe quel moteur de recherche. Vous trouverez ces paroles. Il le disait à une émission de TV5 à Kinshasa. Je crois que c'était à l'occasion de la francophonie. Il vaut mieux que nous parlions, voyez-vous, de la République démocratique du Congo, du peuple congolais, le vaillant peuple congolais. Parce qu'il est éloquent, M. Mende est éloquent, il a des arguments, il a des preuves, il est vraiment énergique quand il parle, il est convaincant. Mais alors tout ce qu'il dit du PPRD, comment vous l'appelez encore, la majorité présidentielle, c'est que c'est une équipe qui travaille très bien. Il ne comprend pas pourquoi on s'acharne sur Kabila. Qui est-ce que Lambert Mende peut convaincre? Qui est-ce qui est convaincu la jeunesse, par Lambert Mende? Écoutez, madame, il n'y a pas plus de 24 heures. En citant Mende, je mets aussi le monsieur Kanyama, je ne sais pas, il est colonel ou général. Bien, mais vous me prenez par le côté le plus irritant. Vous avez ces deux personnages-là qui tiennent tête à Kinshasa aujourd'hui, qui passent devant les médias et qui ont un langage convaincant, qui terrorisent, qui traumatisent le peuple congolais. Je ne dirais pas qu'ils sont convaincants. Je suis vraiment désolé de devoir vous interrompre. Oui. Que nos internautes comprennent que la saveur du débat, c'est aussi qu'on ne soit pas d'accord. Hein. S'il y avait une unanimité parfaite, on n'aurait pas besoin d'être là. Absolument. Écoutez, Lambert Mende ou Kanyama ou qui que ce soit ne convainc personne. Ils se convainquent eux-mêmes, ils maîtrisent totalement l'appareil communicationnel à Kinshasa. Voilà pourquoi ce qu'ils disent, eux, passe. Mais combien de fois est-ce que l'opposition peut prendre l'antenne en République démocratique du Congo? Jamais. Comment voulez-vous, madame, que le général Kanyama, j'insiste sur le mot général parce que c'est une fonction de dignité, qui se met à danser parce qu'il a accompli sa mission. Quelle était cette mission? De brimer le peuple du Congo qui est descendu dans la rue pacifiquement
sans armes et qui demandait simplement notre constitution que nous avons nous-mêmes votée par référendum, sur laquelle le président de la République a prêté serment, eh bien, elle nous dit qu'aujourd'hui, c'est fini. Kanyama a travaillé pour empêcher le peuple du Congo de manifester sa joie, de peut-être espérer. Et il s'est mis à danser publiquement. Ce sont ces individus-là qui sont convaincants, peut-être pour mes collègues, très certainement pas pour moi. Ils vont d'ailleurs vous dire leur point de vue. Vous avez dit que le Congo se porte bien alors que justement il y a ces personnalités-là qui sont apparemment très contentes du travail qu'ils font en Kinshasa. Et j'ai dit le Congo ne se porte pas bien. J'aimerais essayer d'en rechérir là-dessus. Il avait parlé d'une crise qui a été organisée. Éventuellement, en tant que géopoliticien, je pense que cette crise a été organisée. Je vais essayer de faire ici la juxtaposition avec ce qui se passe dans d'autres pays d'Afrique et ce que nous sommes en train de vivre actuellement en RDC, au Congo. Alors, il y a des opposants profito-situationnistes. C'est-à-dire que le pouvoir en place, il crée des opposants qui hier étaient avec la mouvance présidentielle, donc membres du PPRD, qui se sont retournés vers l'opposition. Soyez-en sûrs, madame, 90% de ces gens-là, même s'ils vous le disent qu'ils sont passés de l'opposition, ils sont toujours avec le PPRD. Ça, c'est le premier point. Et quand Mende ou Robert Mende dit que Kabila va respecter la Constitution, oui, mais il y a un piège là-dessus. C'est là où les propos de M. Emongo sont très, très, très intéressants. Quand il dit que oui, Mende a dit que Kabila va respecter la Constitution parce que les opposants profito-situationnistes qui l'ont aidé à mettre en place ces crises-là que lui-même Kabila a provoquées, ils ont appelé premièrement un dialogue, deuxièmement une concertation, un autre dialogue de dialogue en dialogue. Tout cela pour faire gagner le temps à Kabila. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi et même les internautes. Actuellement, le mandat de M. Joseph Kabila est arrivé à terme. La RDC n'a plus de président de la République. Ça veut dire quoi? En termes géopolitiques, la Constitution aussi n'existe plus. Voilà, il faut faire très attention. Dans la pratique, c'est pas ce qui se vit. Voilà. Et donc, le principe, oui, on sait que le 19 décembre, Kabila n'est plus président. Ça veut dire quoi? Mais dans la pratique, Kabila est au pouvoir, c'est lui qui gère. Et ça veut dire quoi aussi? Que la Constitution n'existe plus, puisque toutes les institutions ont été mises à plat. Et la première institution qui a été mise à plat, c'est la République. Mais M. Samba, pour le moment, là, nous sommes en train de parler. Moi, je vous dis qu'en pratique, dans la pratique, là, c'est Kabila qui gère le Congo. Oui, mais c'est là où je vais en venir, madame. Ça veut dire quoi? Comme Mende dit qu'il va respecter la Constitution, oui, il a respecté. Le gars, M. Kabila dit qu'il n'a pas d'argent pour organiser les élections. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Nous allons voir demain ou après-demain, les évêques vont aller rencontrer Kabila, ils vont rencontrer M. Tshisekedi aussi. Il faut une loi fondamentale. Cette loi fondamentale-là, c'est celle-là qui va régir cette période dite de transition, où Kabila aura l'argent, c'est-à-dire le gouvernement Badi Banga aura l'argent pour organiser les élections. Il faut mettre une loi fondamentale. Ça veut dire que la première... Il faut que... Je ne sais pas si vous comprenez. Qui va la mettre, cette loi? C'est-à-dire que dans les accords qu'ils vont signer, dans les accords, il faut qu'il y ait une loi fondamentale qui doit régir cette période de transition-là. Et là où est le danger, c'est que dans cette loi fondamentale, Kabila peut se retrouver. Si il ne se retrouve pas, le PPRD, pendant que le PPRD est en train de réfléchir à l'après ou à la pérennisation du pouvoir de Kabila, parce que je viens de le lire dans le site officiel de PPRD, leur première mission, c'est la pérennisation et la conservation du pouvoir, depuis Diemo, Bandoma, Kamere, et ainsi de suite. Donc, ils veulent conserver le pouvoir. Et ils sont aidés, croyez-moi, madame, par les opposants profito-situationnistes. Pendant que le PPRD est en train de penser l'après-Kabila ou la pérennisation au pouvoir, les opposants, qu'est-ce qu'ils font? Ils se chicanent entre eux. Voilà. Monsieur Ngankoy. Merci beaucoup. Je crois que cette émission aurait dû avoir une autre ampleur si nos amis du PPRD et puis de l'UNC avaient eu l'élégance de venir autour de cette table pour qu'on donne un éclairage aux gens, surtout les gens de la diaspora, sur ce qui se passe réellement sur le terrain.
c'est un peu désolant, c'est inélégant de leur part que d'accepter que, bon, puisque nous l'avons accepté aussi, puisque nous savions que nous allons le retrouver en face de nous. Mais voilà, et en dernière minute, pour des arguments fallacieux, ils ne sont pas là. Hein. C'est regrettable. Mais je vais renchérir pour dire tout simplement que ce qu'a dit le prof Emongo est vrai. C'est-à-dire que Kabila a planifié son glissement. Hein. On a parlé du glissement. Il a planifié et il y a eu des actes qui ont été posés. Ces actes-là sont réels. Il y a eu un livre du professeur Bouchab entre la modification de la Constitution et l'identité de la nation, vous le savez. Il y a eu une mise en place d'un certain organe national, ONIP, ou je ne sais pas, Office national de la population, hein, de l'identification de la population. Il y a eu un incise qu'on avait inséré dans la loi électorale en 2015 pour que la constitution soit, le recensement soit un préalable à l'organisation des élections, sachant bien qu'en RDC, actuellement, on n'a pas les moyens pour organiser ces recensements-là. Ils ont sorti des calendriers électoraux, 2-3 calendriers comme ça, ils savaient d'avance que c'était irréalisable. Dans un pays qui a un budget de 4 milliards de dollars, ils vont sortir un calendrier électoral avec un coût de 1 milliard 800 millions. Donc, pour la population, il restait 1 million ou 2 millions 200 millions, 2 milliards 200 millions, hein, pour toute pour 80 millions d'habitants. Ils ont mis sous coupe la CENI. Vous comprenez? Ils ont mis sous coupe la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas? Et le dernier acte, le coup d'estocade, c'était le fameux dialogue de la cité de l'OUA, où ils ont donné des béquilles à Kabila. Kabila aujourd'hui est assis, est debout sur deux béquilles. Kabila n'est plus président de la République démocratique du Congo depuis. Sur base de quoi vous dites? La Constitution est claire là-dessus. L'article 70 de la Constitution est clair. 2 mandats, un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Donc, Monsieur Ngonkoy, je vais vous interrompre un petit peu pour revenir un peu sur ce que vous venez de dire, le recensement. Oui. J'ai suivi encore Monsieur Mendes, si je ne m'en abuse, qui disait qu'au niveau... Non, je pense que j'ai suivi un membre de PPRD qui disait qu'au niveau du recensement, c'était simplement Monsieur Tshisekedi qui a intimé l'ordre à la population kanangaise, par exemple, de ne pas répondre présent au recensement. Ça veut dire que quelque part, c'est l'opposition qui a boycotté le recensement en République démocratique du Congo, alors que le recensement aurait permis au peuple congolais d'aller de l'avant pour aboutir aux élections. Je crois que le peuple congolais est mûr, hein, actuellement. C'est plus le peuple congolais d'il y a 50 ans. Hein. Vous voyez la jeunesse de Filimbi, de Lucha. Hein. Vous voyez, il y a Gloria qui était en prison, qui est sortie, qu'on a dû libérer, hein, puisqu'on a fait de pression. Ce peuple-là est éveillé. Ce n'est plus... et même je rejoins les paroles du professeur Emongo. Mende, ce n'est pas une référence, hein, c'est vraiment une médiocrité incarnée, hein, c'est ça le mot. Quand Mende parle, je ne sais pas s'il y a une seule personne qui peut encore croire à Mende, et plus menteur que Mende, je ne sais pas s'il en existe. Il est très éloquent. L'éloquence ne change rien, l'éloquence ne change rien, c'est que les gens ne te font plus confiance. Au fait, Mende, quand il parle, plus personne ne le croit. Ok, Mende a dit le 19 décembre, quand les gens sifflaient la fin du mandat de Kabila, Mende est passé dans les médias pour dire que c'était les gens célébraient la sortie du nouveau gouvernement. Ça, ce sont les tactiques de Mobutu, l'époque de Mobutu. Nous, on est passé outre. Les gens comme Mende, nous, on ne les suit plus. Les gouvernements congolais, c'est vraiment du mensonge tissé de fil blanc, puisque quand ils essaient de jeter la responsabilité de la non-organisation des élections à l'opposition, mais quand ils ont voulu organiser les élections provinciales des gouverneurs, comment ils ont réussi à le faire? Ils ont fait, on a élu des gouverneurs. Pourquoi M. Tshisekedi a interdit à la population de se présenter au recensement? M. Tshisekedi n'a jamais donné à quelqu'un mot d'ordre. Ça, c'est 2006, tu parles de 2006. Ça, c'est déjà passé. Après, M. Tshisekedi ne s'est jamais opposé à un quelconque recensement. D'ailleurs, pour nous, c'était une condition pour aller à des bonnes élections. Mais les recensements, on ne le fait pas à 1 an des élections. Les recensements, c'est un processus qui est quotidien. Hein. Au jour le jour, il y a un organisme qui est là,
qui fait le recensement. Il ne faut pas poser le recensement comme préalable à des élections pendant que vous savez que vous n'avez pas le moyen de le faire pour repousser des élections. Ok, donc l'objectif était de repousser les élections. Je vois M. Samba et M. Lomomba qui écrivent beaucoup. Je pense qu'ils veulent intervenir. Oui, je voulais un peu... Une minute pour chacun. Ah, ok, merci beaucoup, madame. Je voulais un peu essayer d'intervenir sur ce qu'il a dit. Si j'ai bien compris, M. Tshisekedi avait appelé en 2006 que les gens ne puissent pas se faire recenser. Alors, parce que le recensement était un des préalables pour les élections. C'était un des préalables. Alors, moi, je condamne ici le double langage des opposants. Je condamne le double langage des opposants. J'ai toujours dit ça. Et je pense que tout à l'heure, on a eu l'échange avant qu'on commence. J'ai suivi avant de venir Joseph Olengankoy, éventuellement, qui a changé son langage. Quand je suivais Olengankoy, c'était quelqu'un de très radical, qui ne pouvait pas fléchir les genoux comme ce que j'ai suivi tout à l'heure à la sortie de la Cinco. Ils étaient au centre interdiocésain et je l'ai entendu parler. Il appelle à un consensus, il appelle... le journaliste d'ailleurs, Madame Kissita qui était là, qui lui posait la question, à savoir, mais qu'est-ce que vous dites à la population? Il dit, je ne suis pas le porte-parole des évêques. C'est-à-dire que c'est les évêques qui doivent donner les résultats de ce consensus-là. Et lui, il appelle à la paix et au dialogue. Vous avez parlé de Tshisekedi qui avait appelé en 2006 de ne pas faire le recensement. Il y en a beaucoup d'exemples. J'ai suivi les interventions des membres du PPRD. J'ai beaucoup d'exemples comme ça que je pense, voilà pourquoi je soutiens ici ma thèse. Comme vous avez dit, il y a des opposants profito-situationnistes. À un certain moment, les opposants doivent évoluer dans leur discours et dans leur langage. On crée un parti politique dans le but de conquérir le pouvoir. Le peuple congolais a besoin aujourd'hui d'un Martin Luther King, d'un Gandhi, d'un Thomas Sankara qui va dire non et qui maintient sa position jusqu'à la chute d'un pouvoir dictatorial et qui menace la population. Voilà ce que le peuple veut. Ils ont failli. Les opposants ont failli. Et même si nous organisons les élections, je vous dis la vérité, madame, Tshisekedi, ni Olengankoy, ni Kamere ne seront pas présidents de la République de la RDC. Pourquoi? Même si on leur laisse Kinshasa avec 12 millions d'habitants, ok? Même si on leur laisse Kinshasa avec 12 millions d'habitants, l'ensemble de la RDC fait 75 millions d'habitants. Dernière intervention. Et Kabila propose par exemple son frère Zoé et qu'ils vont tricher dans tout le Goma. Pensez-vous qu'ils vont gagner? L'opposition est dispersée, ils ne sont pas organisés. Monsieur Lomomba, avant de donner la parole à monsieur... Très peu de choses, je dirais simplement que entre ce que les uns et les autres disent, moi je pense davantage au peuple congolais. Je pense à cette jeunesse plus qu'éveillée. J'ai la plus grande admiration pour les jeunes de Lucha, par exemple, qui, malgré les brimades, les arrestations, les intimidations, la torture pour beaucoup d'entre eux, ils sont debout. Je pense que réellement, ce qui nous manque et qui nous a manqué dernièrement, le 19, on l'a vu, aucun leader politique n'a donné un quelconque mot d'ordre à la population. Ça, c'est un côté. De l'autre côté, Joseph Kabila a sorti l'artillerie lourde contre qui? Contre la population. L'ennemi, pour lui, c'était la population. Les leaders politiques ont dit que, je parle des leaders de l'opposition, particulièrement de M. Tshisekedi, tout le monde attendait un mot d'ordre de lui. Il disait cette fois-ci, il faut que le peuple se prenne en charge parce qu'il était accusé de tuer la population. Et donc, la population est sortie quand même. Madame, la population s'est retrouvée dans la rue. C'est un fait que, face au canon, ils ont offert leur poitrine. Et ça, c'est remarquable. C'est-à-dire quoi? Qu'un jeune de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, est prêt à mourir pour que ceux qui vont survivre vivent un peu mieux. On a donc atteint un niveau critique dans la contestation. On n'est plus simplement dans un parti politique, un leader charismatique. Ça veut dire que c'est la population qui se prend. Le salut du peuple congolais viendra dans les mains du peuple congolais. De la jeunesse et non de l'opposition et non d'un parti politique. Et il va falloir que ceux qui veulent le pouvoir et qui sont des leaders apprennent pour une fois à s'aligner sur la base et non pas simplement à vouloir la guider dans une direction ou dans une autre. Et je termine en vous disant qu'au moment même où on arrête, on tue, au même moment les leaders discutent avec qui? Avec Kabila, excusez-moi, vous ne négociez rien. Ou à tout le moins, vous négociez avec le vent. Mais l'Église aussi est dans la négociation. Oui, mais l'Église, il faut en parler. J'espère qu'on va y revenir dans cette émission parce que l'Église catholique, dans le cas de figure, par principe,
ne peut pas appeler au soulèvement populaire. C'est une intervention morale de la part de l'Église. Si nous attendons que l'Église change quoi que ce soit, ça n'arrivera jamais. Je vais vous donner pouvez la être parole. tout à fait certain. Monsieur... Seul le peuple du Congo, tel que vous l'avez toujours fait, il n'y a que vous qui avez votre destin entre vos mains et je n'ai confiance qu'en vous, c'est-à-dire en nous, et même les évêques sont des Congolais, sauf que les évêques ne descendront jamais dans la rue. Alors, M. Ngankoy, en tant que politicien, est en train déjà de bouger. Là, je lui donne une minute. Quand j'entends M. Samba parler, j'ai l'impression comme s'il ne maîtrise pas bien ce qui se passe. C'est parce qu'il est Congolais de Brazzaville que vous pas faites une telle nécessairement. affirmation. C'est un politicien. Il est politicien. Ce qui se passe au Congo-Brazzaville m'intéresse. Je suis informé de ce qui se passe au Congo-Brazzaville, je le suis aussi. C'est-à-dire que le peuple congolais a beaucoup évolué, n'est-ce pas? Les politiciens congolais, il y a des médiocres. Il y a des médiocres du côté de l'opposition et du côté du pouvoir aussi. Il y a des gens qui mais ce qui me plaît, ce que vous dites, les mots tels qu'ils sont, il y a des médiocres, il y a des gens qui sont... Nous le savons, nous les connaissons, n'est-ce pas? Mais sauf que au Congo aujourd'hui, ce n'est plus le problème qui se passe au Congo, ce n'est plus un problème de Tshisekedi. Ce n'est plus un problème de Fayoulou, de Olingankoy ou quoi, c'est le problème, comme l'a dit le professeur Mongo, du peuple congolais. Donc, aucun mot d'ordre ne viendra on n'attend plus le peuple congolais a des leaders et le peuple congolais suit ces leaders-là parce que depuis le début, M. Jean-Baptiste Ngankoy, les leaders se sont pointés à la tête du peuple congolais. Les leaders ont fait sortir des slogans comme Kabila dégage. Les leaders ont fait sortir des cartons jaunes et des cartons rouges. Rendus au dernier carton rouge, les leaders politiques ont disparu. Voilà le problème. Dire que les leaders ont disparu, je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe à travers le monde. Mais depuis qu'il y a des manifestations, on n'a jamais vu un seul leader mourir. Écoutez, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Restons dans la ligne de ce que nous disons ici. D'abord, sur le plan de la lutte politique. La lutte d'Étienne Tshisekedi a toujours été, le leitmotiv, c'est la non-violence. Vous n'entendrez pas Étienne Tshisekedi demander aux gens d'aller dans la rue pour mourir. Ou d'aller casser, c'est la non-violence. Et ça il va mourir avec. N'est-ce pas? Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, aujourd'hui, le dossier congolais n'est pas traité que par des Congolais. N'est-ce pas? Vous avez vu les évêques qui sont... Ça, c'est pas juste aujourd'hui. Bien sûr, mais plus aujourd'hui. Je ne sais pas si M. Samba et le professeur Mongo vont me contredire. Le dossier congolais est sur la table, ça se discute à New York, ça se discute à Washington, à Paris, à Bruxelles, partout les dossiers, même au Vatican. Vous avez vu en plein négociation, en plein dialogue, les évêques ont dû interrompre pour aller à Rome. C'est vrai qu'on nous a dit que c'est pour une visite préparée de longue date, déjà prévue de longue date, mais nous savons qu'est-ce qu'ils sont allés faire à Rome. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire à Rome? Ce sont des choses qu'on ne dit pas sur la table ici. Ce sont des négociations qu'on appelle sous la table et ça reste un secret entre les évêques et le pape. Donc, vous comprenez? Donc, le dossier du Congo aujourd'hui, vous avez vu comment les gens ont défilé. On n'a jamais vu dans un pays autant de délégués, je ne sais pas, des envoyés spéciaux, des ambassadeurs, toutes sortes de personnes défiler chez un chef de l'opposition. Vous avez vu la résidence d'Étienne Tshisekedi était devenue comme la présidence de la République. Tous ces gens-là, ils avaient des entretiens avec Étienne Tshisekedi. Il y a eu de fortes pressions, n'est-ce pas? Ce qu'on a essayé de faire, c'est limiter les dégâts. On a limité les dégâts. En demandant à la population de se prendre en charge. La population s'est prise en charge puisque le 19 décembre, il fallait signifier à M. Kabila que son mandat est fini. Et aujourd'hui, là, tel que nous parlons, le mandat de M. Kabila est fini. Il est au pouvoir, son mandat est fini. Il est là, il n'est plus au pouvoir comme il était à 23h59 le 19 décembre. N'est-ce pas? Ce n'est plus le même pouvoir qu'il a. Maintenant, il est assis sur des armes, il est assis d'un côté sur son fameux accord du 18 octobre, de l'autre côté sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle, des béquilles. N'est-ce pas? Mais ce Kabila n'a plus le même pouvoir qu'il avait. La preuve, c'est qu'il est obligé, et ça, c'est une technique de la lutte non violente aussi.
n'est-ce pas? Nous n'avons pas pris des armes, nous n'avons pas de troupes armées pour que quand Kabila... Vous avez mis la pression. Oui, on va reconnaître que la pression était intense. On a mis la pression, c'est pas seulement nous qui avons mis la pression, le peuple congolais, le vaillant peuple congolais aussi, a mis la pression s'ils sont sortis. Grâce au mot d'ordre que vous donniez, le peuple a mis la pression. Le peuple est rendu mature, comme on dit au Québec. Il n'a plus besoin des mots d'ordre. Le peuple, la diaspora a fait sa part. Hein, n'est-ce pas? Le résultat est là. Ceux qui sont en train de négocier, même nos gens à nous, qui sont au centre interdiocésain, le savent. Ils savent qu'ils ne peuvent pas accepter n'importe quoi de ces pouvoirs-là. Tout ce qu'on fait maintenant, c'est quoi? C'est la gestion de l'après-Kabila. Voilà, moi j'aurais bien voulu vraiment que nous puissions continuer parce que ma question était de savoir comment en est-on arrivé là. On est dans une situation de crise et qu'est-ce qui nous a mené dans cette situation de crise? J'aurais bien voulu qu'on poursuive, mais je suis obligée d'aller un peu plus vite par rapport au temps. Et ma deuxième question maintenant pour conclure, c'est à partir de là où nous sommes, qu'est-ce qu'il nous faut pour remonter? Quelles sont les stratégies de sortie de la crise au stade où nous sommes rendus? Qu'est-ce que ça nous prend, monsieur le moment? Je voudrais peut-être ici, pour répondre à votre question, examiner juste un aspect. Il y en a d'autres. Le mot négociation, dans l'histoire de la République démocratique du Congo depuis 1960, chaque fois qu'une crise est fabriquée, on en appelle à la négociation. Et ceux qui ne veulent pas venir, on dit qu'ils sont antidémocratiques. Mais toujours, ces négociations ont eu un seul sens. Se cacher du peuple, arranger les choses sous la table en grande partie, et le peuple toujours a applaudi, mais pour déchanter. Ce fut ainsi entre Kasavubu et Lumumba à partir de la nuit du 4 au 5 septembre 1960. Ce fut ainsi en 61 lorsque le gouvernement de Jure et de Lumumba, revenant d'Estanléville, va conférer à Coquelaville, à Lovanium, à Tananarive. Ce fut ainsi à la conférence nationale souveraine et nous en sommes encore à des négociations. Alors que dans le principe... Et parce qu'il y a des partis politiques, par exemple, comme vient de le dire monsieur mais dans le principe, madame, qui sont dans la lignée de la non-violence. Si on a un peu de temps, on pourrait revenir sur la non-violence, mais dans le principe, au moment où nous parlons... La négociation fait partie justement de ce format de non-violence. La Constitution de la République démocratique du Congo. Ce qui veut dire, mes chers compatriotes, ce qui veut dire notre volonté à nous, qui est dans la Constitution, est caduque. C'est-à-dire le texte est là, mais il n'a plus aucun effet. Parce que l'institution suprême... Alors le gouvernement Badi Banga nommé par Kabila, c'est un gouvernement qui va être irresponsable. Parce qu'il ne répond de rien. Il ne contrôle rien, ni la finance, ni l'armée, ni les forces de police. Je veux dire, il est gouvernement... Mais pourquoi M. Badi Banga ne pense pas comme vous? Il faudrait peut-être lui poser la question. Oui, parce que lui, il est là, il a accepté de prendre le pouvoir. C'est un autre aspect de la question. Il a accepté de prendre le pouvoir, lui, et puis il a accepté d'être Premier ministre. Voyez-vous, madame, pensez-vous que lui, il raisonne? Comment il raisonne, lui? Personne ne peut venir chez vous et vous coloniser et vous maltraiter si personne de chez vous ne fait le jeu de l'envahisseur. C'est parce qu'il y a des Congolais véreux qui, pour de l'argent ou pour autre chose, sont prêts à trahir leur propre maman, la personne la plus sacrée du monde. Parce que s'il y a des gens au Congo aujourd'hui qui vont chanter Kabila, sur quelle base? Parce que constitutionnellement... mais la Constitution est caduque. Celle qu'on appelle Mamou National, applaudie par tout le monde, elle se met devant et puis elle chante Kabila. Elle dit que Kabila ça, c'est, si vous voulez, je ne veux pas employer des mots déplacés, c'est un peu, si vous voulez, ce qu'on appelle la Kabylie pour qu'on en reste aux conventions. Alors, le Congo va mal, c'est un euphémisme. Le Congo ne va pas mal. Le Congo est quasiment en train de mourir. Parce qu'à partir du moment où la Constitution est caduque, nous sommes à quel niveau? Nous sommes au niveau imputiste et là qui où maîtrise les outils de répression et fait ce qu'il veut. Là où nous sommes, professeur Mongo, là où nous sommes rendus, là où la République démocratique du Congo est rendue, qu'est-ce que ça nous prend pour remonter? Eh bien, pour commencer à remonter la pente? Pour moi, deux choses toutes simples. Nous ne sommes plus en situation de contestation. Nous sommes en guerre déclarée par Joseph Kabila. L'ennemi de Joseph Kabila, lorsque l'armée sort dans la rue, c'est qui? C'est le peuple du Congo. Nous sommes
en guerre. Nous ne sommes plus dans la contestation. Il faut assimiler cette situation parce qu'aucune loi du Congo ne me protège aujourd'hui, puisque la Constitution elle-même ne peut plus être caduque. Donc, c'est la loi du plus fort. Nous sommes dans la jungle. Il n'y a donc pas deux trucs pour que ça change, pour qu'on commence à voir au moins le début du changement. Il faut que le peuple du Congo maintienne cette pression, aille jusqu'au bout de sa logique, parce que, y compris dans la non-violence, qu'on parle de Gandhi ou de Luther King, la non-violence, ça veut dire je vais jusqu'au bout de mes convictions, y compris dans ses conséquences les plus tragiques. Mais je ne fais pas de la non-violence quand je dis ne prenez pas les armes, demain je vais conférer avec le tueur. Je n'appelle pas ça de la non-violence. Parce qu'alors je lui donne les munitions. Et ce que les évêques font aujourd'hui, qui est aussi une forme de non-violence. Par le dialogue, on va arriver à... Mais nous dialoguons... Mais pendant qu'ils dialoguent, vous avez dit qu'il y a des morts. Nous dialoguons hors l'État, hors Constitution. C'est-à-dire quoi? Nous mentons au peuple. Quand je sais, mes chers amis, que j'ai des mots très durs, mais nous en sommes venus à la situation de guerre et il faut, à certains moments, dans des émissions comme celle-ci, que nous nous parlons entre nous en langage clair. La République démocratique du Congo est en guerre. L'ennemi s'appelle Joseph Kabila et sa clique contre le peuple du Congo. Alors, tous ceux qui font les bons offices, comme les évêques, etc., très bien, mais une guerre, c'est dommage, on en est arrivé là, une guerre va se gagner parce que l'un des belligérants doit tomber et ce ne sera pas le peuple du Congo qui tombera. Ça, c'est la leçon que l'histoire elle-même nous enseigne. Donc je pense qu'il faut maintenir la pression. Les leaders politiques, les évêques, très bien. Mais c'est dans la rue. Et c'est dans la rue que ça va se passer. Et ceux qui ne comprennent pas finiront par applaudir quand le peuple va envahir les institutions, les lieux de pouvoir. C'est-à-dire quand vous, qui m'écoutez, vous qui êtes Congolais, quand vous allez reprendre simplement votre droit. Personne ne vous le donnera. Personne. Quand vous l'aurez repris, eh bien à ce moment-là, l'Occident, les évêques et tout le monde viendra vous courtiser. C'est comme ça que les peuples sont devenus grands dans l'histoire. L'histoire est pleine de cas de figure. Je vous remercie, M. Lumumba. M. Samba, quelles sont pour vous les stratégies de sortie de cette crise à partir de là où nous nous trouvons présentement? Merci beaucoup, madame, et merci, professeur Mongo, pour cette intervention très appréciée. Le peuple doit se prendre en charge. Concrètement, j'avais dit un jour, lors d'un débat ou dans plusieurs conférences où je suis passé, il nous fallait en RDC un soulèvement populaire spontané. Le peuple ne devrait pas compter sur... Quand vous dites spontané, ça veut dire chacun s'élève dans l'improvisation, chacun s'élève de son côté. Le peuple doit se prendre en charge lui-même. Ne pas attendre un mot d'ordre, comme l'a dit M. Emongo ici. On ne peut pas dire une chose et faire son contraire. Et nous avions affaire à des leaders comme ça. Ce qu'il nous faut actuellement, vous savez, si le 19 décembre, si on avait des leaders engagés et qui avaient demandé à ce peuple-là de dire que Kabila est fini, il doit partir, je suis là avec vous, on marche, un de Kabila allait fuir. Aujourd'hui, si on tue 50, 100, 200, un jour, 2 jours, même la communauté internationale qui soutient M. Joseph Kabila vont dire, monsieur, c'est fini, tu dois partir. Le problème qui est là, c'est qu'on demande à la diaspora congolaise qui motive la population à bouger, de descendre sous le terrain. Madame, pour aller mourir. Effectivement, parce que nous avons vu la crise en Libye, nous avons vu la crise en Syrie, nous avons vu la crise en Tunisie. Les Arabes se déplacent pour aller dans ces pays-là. Avez-vous vu un contingent de combattants congolais ou la diaspora congolaise descendre à Kinshasa pour aller mourir? Donc c'est ce que vous préconisez aussi? Alors, ils ne le font pas. Et moi, ce qui m'importe ici, c'est le peuple qui est sur place, qui est en train de mourir. Maintenant, vous m'avez posé la question de savoir au stade où nous sommes. Premièrement, j'avais dit que les opposants ont échoué. Le 19 décembre, nous avions échoué. Et ceux-là qui sont à la diaspora, qui appellent au peuple de descendre dans la rue pour aller se faire tuer, ce sont des mythomanes. Ils doivent aller sur place pour aller encourager ce peuple-là. Le peuple-là a besoin de ça. Qu'est-ce qu'il nous faut faire actuellement? Donc vous demandez à la diaspora de descendre sur le terrain et aller accompagner ce peuple-là, vivre cette misère-là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu les coups de feu, comment ça tire. J'ai déjà subi ça. Alors, ce que nous pensons qu'il faut faire actuellement, le peuple doit rester déterminé.
Et le peuple a besoin aussi d'un leader, parce que l'opposition congolaise est dispersée, il est désorganisé. Kabila est en train de s'organiser. J'avais dit ici tout à l'heure, même les armes avec le carton jaune, même le carton rouge. Le carton jaune, c'était une enfantillage. J'avais déjà critiqué ça depuis longtemps. Il ne fallait pas passer par les cartons jaunes, carton rouge, on ne fait pas ça. Quand tu as des ambitions, quand tu as des intentions... Attention, M. Ngankoi déjà est en train de bouger là. Oui, mais vous partez jusqu'au bout de vos convictions. Alors vous partez jusqu'au bout de vos convictions. Quand j'avais vu Félix Tshisekedi être reçu par M. Denis Sassou Nguesso à Brazzaville, j'avais dit la cause est perdue. Ouais. Sassou Nguesso n'avait pas à donner de confiance. Quel est le conseil que Sassou Nguesso allait donner à Félix Tshisekedi pour aller dire à son père? Mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Tu me demandes, je te demande. Moi, je demande parce que vous dites qu'il a été reçu par Denis Sassou Nguesso. Au moment où ils avaient quelle négociation les deux? Au moment où Félix et Tshisekedi le père ne veut pas recevoir monsieur le président Denis Sassou Nguesso, c'est Félix qui va là-bas pour aller faire quoi? Et il repart à Brazzaville, à Kinshasa. Nous avions vu la suite. C'était officiel? Ce n'était pas officiel. Et en tant que président d'un État, il n'avait pas à recevoir le fils d'un opposant d'un autre pays. Donc, voyez-vous, tout cela, quand j'essaie de faire la juxtaposition, je me dis que ces gens-là ont été manipulés. Ils ont été manipulés et aujourd'hui, le peuple a été trahi. Il faut qu'on dise les choses telles qu'ils sont. Le peuple congolais de la RDC a été trahi. On leur a volé leur révolution parce que ils ont placé leur confiance sur des leaders profito-situationnistes, sur des leaders qui n'ont pas de conviction de leurs intentions, d'où ils veulent aller. Donc, ce qu'il faut faire actuellement, soit le peuple reste déterminé et il faut qu'il y ait un soulèvement populaire spontané, soit nous allons, il n'y a que ça à faire, soit nous allons aller jusqu'au bout des déclarations de la Cinco, mais je vous dis déjà que Kabila n'a pas l'intention de laisser le pouvoir. Et il ne veut pas le laisser le pouvoir. Et vous renvoyez le peuple encore vers la Cinco? Maintenant, si vote il y a, après ces 18 mois, si vote il y a, Kabila va présenter son fils Zoé. Parce que quand on est politicien, on est aussi un visionnaire. On passera de Laurent Kabila à Joseph Kabila à Zoé Kabila. Merci beaucoup, M. Samba. M. Jean-Baptiste Ngankoi, quelles sont les stratégies de sortie? Je suis très content d'entendre M. Mongo et puis M. Samba parler. Vous savez, quand on est dans la politique, c'est autre chose. Hein. C'est-à-dire que quand vous nagez là-dedans, il y a des réalités que vous fréquentez. Hein. Il y a des choses sur lesquelles... vous êtes deux fois obligé de déterre deux fois votre propre lutte interne. Là, vous faites allusion à M. Félix Tshisekedi. Non, je ne parle pas de Félix, je ne parle pas de... Quand M. Samba parle de leader au Congo, il y a un leader, il y a Etienne Tshisekedi, hein, qui est respecté de tout le monde partout à travers le monde. Hein. Donc, les cas du Congo n'est pas comme Brazzaville, n'est-ce pas? M. Samba, j'aurais voulu le voir avec le même verve, se battre avec ce que Sassou leur a fait. N'est-ce pas? En modifiant la Constitution. Sassou leur a fait ce qu'il veut. Hein. Il est au pouvoir aujourd'hui. Donc, je ne veux pas revenir sur ça. Traiter les opposants congolais de tous les noms là, il y a des opposants qui sont responsables. Nous avons au Congo des leaders, hein, des gens comme Etienne Tshisekedi, qui est respecté même par Sassou Nguesso. Mais la preuve en est que les gens de l'UNC, les gens de la Pareco, les gens de PPRD ont fui le débat. Et puis, ils se sont foutus du peuple congolais parce qu'ils soutiennent le gouvernement du Kabila. J'aimerais bien les recevoir sur ce plateau. Alors, M. Samba a parlé peut-être de ce qu'il a vu. Non, au Congo, aujourd'hui, il y a deux camps. Ok, c'est clair et nous l'avons toujours dit. Il y a le camp de M. Kabila avec tous les autres, la nouvelle majorité présidentielle, Kamere et tous ces gens-là. C'est la nouvelle, avec Sami Badibanga, tout ça là, ils font partie de la majorité présidentielle. Et il y a Etienne Tshisekedi avec le MLC, l'UDPS, le MLC et le reste qui n'ont pas pris part à leur fameux dialogue du cité de l'Union africaine, n'est-ce pas? Aujourd'hui, et le peuple congolais, si le peuple congolais est aujourd'hui tranquille, si le peuple congolais ne se manifeste pas, c'est pas puisque le peuple congolais n'est pas mieux, n'est-ce pas? Le peuple congolais est arrivé à un niveau de maturité, et ça je le répète, tel qu'il n'a plus besoin d'un mot d'ordre, puisque le mot d'ordre a déjà été donné. D'accord, maintenant, avait dit, prenez-vous en charge. Ça, c'était déjà fait. Là où nous sommes aujourd'hui, on récolte les morceaux. Puisque la Constitution a déjà été violée, le 19 septembre, on n'a pas convoqué le corps électoral
M. Kabila a violé. D'ailleurs, Tshisekedi l'a dit lors de son discours le 20 décembre, n'est-ce pas? Vous l'avez suivi. Il a dit que M. Kabila s'est rendu coupable de parjure et de haute trahison. D'accord, maintenant... Attendez, laissez-moi le temps de finir. De haute trahison. Et il a dit clairement, il a demandé au gouvernement, à la communauté internationale de ne plus reconnaître, de ne plus traiter avec M. Kabila comme président de la République démocratique du Congo. Et il a demandé au peuple congolais de continuer la pression jusqu'au départ de M. Kabila, et ce qui est en train de se faire. Les négociations, le dialogue au centre interdiocésain, c'est voulu, pas par M. Kabila, comme le fait dire ces gens à lui, ni par... c'est la communauté internationale qui l'a imposé, parce que la République démocratique du Congo, c'est comme une poudrière. Quand ça dérape à Kinshasa, les effets c'est au Congo-Brazzaville, les effets c'est au Rwanda, c'est au Burundi, c'est tous les pays frontaliers, les 9 pays frontaliers. Là où nous en sommes aujourd'hui, monsieur... Là où nous en sommes aujourd'hui, les stratégies. Monsieur Kabila n'est plus président, il est président de fait. Au fait, la vérité, c'est ça. Il a déjà violé la Constitution. Maintenant, il faut des mesures d'accompagnement pour qu'on ne continue pas à violer cette Constitution-là. Les mesures d'accompagnement, c'est quoi? Nous l'avons dit clairement qu'il faut un régime spécial. Un régime spécial, ils sont en train de le faire à la Cité de l'Union. J'étais content de voir aujourd'hui sur Twitter un des éminents tweets de la majorité reconnaître que voilà, nous sommes rendus au régime spécial. Le régime spécial, c'est quoi? Monsieur Kabila n'ayant pas organisé les élections, on le met de côté. Le gouvernement, il ne contrôle plus le gouvernement, il n'a plus le droit de contrôler le gouvernement. On va nommer un premier ministre issu du rassemblement. On va réorganiser la commission nationale, la CENI, on va le refondre. On va refondre la Cour constitutionnelle. Il y a un mécanisme, il y a une haute autorité de la transition sous le leadership d'Étienne Tshisekedi qui sera mise en place. Toutes ces mesures-là sont faites pour essayer de faire en sorte... Vous l'avez lu aujourd'hui? Oui, ce sont des informations que je vous donne, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait que M. Kabila, on va le mettre dans une situation où il ne contrôle plus le processus électoral, puisque la seule façon aujourd'hui pour qu'on sorte de cette situation-là, c'est d'aller aux élections. Mais M. Kabila, comme l'a dit M. Samba, n'a aucune volonté de partir du pouvoir. Ces gens, à lui, veulent rester là-bas pour leurs intérêts égoïstes, mais la seule façon, c'est de les amener de force à ces élections-là. Il y a deux options. Vous amenez, comme nous le faisons, nous sommes au centre interdiocésain, puisque nous croyons que c'est une voie. Quand vous dites vous, c'est l'opposition. L'UDP, c'est tout le rassemblement, le MLC, le Front pour la défense de la Constitution. Le MLC aussi. Le MLC, oui. Vous comprenez? Alors, l'autre façon, c'est quoi? Comme M. Samba le dit, M. Mongo le dit, c'est le soulèvement populaire. L'article 64. Nous sommes mais ça, j'avoue que ça m'intéresse. Nous sommes parfaitement d'accord. Tous les autres qui ont fait des bruits sur Facebook, moi je cherche ces gens-là. Tous ces gens qui ont dit qu'ils ont des militaires partout à Kinshasa, je n'ai pas entendu une seule balle, un seul militaire de Kabila tomber. J'aurais voulu voir tous ces gens qui font des bruits, qui disent qu'ils ont des 5e colonnes, des 50e colonnes, le 19 décembre, puisque le peuple n'attendait que ça, à Kingasani, que ça commence à tirer les troupes de Kabila contre les troupes de ces gens-là. Ils ne sont pas là. Alors, à partir d'aujourd'hui, ces gens-là doivent fermer la bouche. Nous ne voulons plus avoir des gens qui investissent Facebook et tout ça, qui investissent les médias sociaux, qui investissent les téléweb pour faire des déclarations. Et nous savons que ces déclarations-là, ce sont des déclarations creuses. Il n'y a rien de consistant derrière ces déclarations. Alors, laissez-nous au moins. On a ramené Kabila là où il est maintenant. Il est affaibli. Par la pression. Il est affaibli. Kabila, aujourd'hui, ce n'est plus le Kabila d'avant le 19 décembre. Il est affaibli. Nous allons partir avec lui. Est-ce qu'il va arriver, puisque les élections au mois de décembre 2017, est-ce qu'il va y arriver? On ne sait pas. Bon. Ça dépend de la... et même ces accords-là de la cité du centre interdiocésain, si le peuple congolais dit « niet », on n'en veut pas, personne ne va dire que non, il faut vous les imposer. Donc il appartient au peuple congolais seul, aujourd'hui, qui ne compte pas sur les gens qui leur disent que nous avons des armes, nous avons ceci, nous avons de l'argent. On n'a pas vu des gens qui ont de l'argent, n'est-ce pas, qui donnent de l'argent, ces jeunes gens-là qui mourraient de faim, puisque la révolution, quand on parle de révolution au Congo, la population ne peut pas tenir 4 jours. Nous le savons. Kabila le sait.
Les gens de la majorité le savent aussi. Pourquoi ils ne peuvent pas tenir? Tout simplement puisque après 2 jours de paralysie, ces gens-là doivent manger. Ils mangent au jour le jour. N'est-ce pas? Donc si 2 jours ils sont dans la rue, le 3e jour tout le monde a faim, ils rentrent chez soi pour aller chercher à manger. C'est comme ça que la pression a baissé. Mais la pression n'a pas baissé puisqu'on a dit qu'on va les négocier. Est-ce que vous avez fait, les gens de l'UDP, vous récoltez de l'argent pour soutenir la population? Ce sont des choses qui ne se parlent pas dans des émissions. Mais je pense que vous devez en parler pour soutenir, pour montrer que vous contribuez à soutenir. Nous soutenons, nous avons toujours fait de soutenir les gens qui sont sur le terrain de diverses façons pour que on leur envoie pas des armes. Voilà, pour maintenir la pression, pour qu'ils se... on leur donne les moyens pour que cette lutte pacifique que nous menons là aboutisse. Et l'aboutissement, c'est le départ de Kabila. Merci beaucoup, monsieur Ngankoy. Merci, monsieur Samba. Merci, monsieur... Si vous permettez, monsieur un dernier mot. Monsieur Lumumba, je vais essayer de vous donner quelques secondes comme dernier mot, mais vraiment brièvement, parce que nous avons largement dépassé le temps. Brièvement. Et je commence par monsieur Samba. Oui, je voulais tout simplement dire ceci. Le jour où la RDC aura la paix et la stabilité, c'est toute la sous-région qui va être en stabilité. Kabila avait dit en 2006, je n'avais pas fait une passation avec un vivant, c'est avec un mort que j'avais fait une passation. Donc, aucun dictateur n'a jamais laissé le pouvoir dans les négociations, les dialogues. Ce soit un coup de force qu'il lui faut, ou ce soit une balle dans la tête pour que la RDC ait la paix. Si nous partons dans les dialogues et les négociations et les votes en 2017, croyez-moi, madame, il sera toujours là. Merci, M. Samba. Papa Lumumba. Un dernier mot, je dirais qu'il n'y a pas de dernier mot tant que la situation est ce qu'elle est. Mais je dirais simplement que en République démocratique du Congo, jusqu'à preuve du contraire, personne n'a jamais quitté la présidence de la République autrement que par la force. Et Joseph Kabila est strictement dans la même logique et il n'y aura que la force. La force, ça ne veut pas dire nécessairement les armes. Le courage de ce peuple, de ces jeunes, toujours debout, c'est cela la force. Mais je voudrais aussi ajouter, pour terminer, que je refuse obstinément de penser qu'il y a des Congolais qui ont fui le Congo comme moi, et donc que ceux-là devraient fermer la bouche, qui n'ont rien à dire. Seuls ceux qui se font arrêter sont des vrais combattants. Non. Partout où un Congolais ouvre la bouche, se met debout pour parler de son pays, partout, c'est la même lutte, c'est le même peuple, c'est pour la même victoire que nous sommes en train de nous battre. Et souvenez-vous, c'est mon dernier mot, souvenez-vous de la révolution d'octobre en Russie. 2 secondes, pardon. Souvenez-vous que Lénine se trouvait en exil en Suisse, quand les bolcheviks avaient déjà pris le palais d'été de Saint-Pétersbourg. Il est arrivé avec les apparatchiks pour contrôler le mouvement. Mais le peuple avait déjà chassé le tsar. C'est peut-être ça que nous devons faire. Et je suis de tout cœur avec chaque Congolais, chaque Congolaise qui se bat. Et plutôt, je suis heureux aussi que mon nom ne figure pas parmi ceux qui ont contribué à avilir le mot Congo. Merci, professeur Emongo. Monsieur Ngankoy. Ok, merci beaucoup pour cette occasion que vous nous avez donnée. Je vais paraphraser le cardinal Mosengo pour dire tout simplement qu'il y a à M. Kabila qu'il n'y a pas de grandeur à acheter des armes pour tuer son propre peuple. Et la mise en garde du cardinal est cinglant, mais elle est là, qui tue par l'épée, périra par l'épée. À la jeunesse congolaise qui se bat, nous avons cru que 2016 serait l'année de l'espoir, l'année de l'alternance. On nous a volé cette alternance-là. Nous commençons en 2017, nous avons fait du chemin, nous avons avancé. Aujourd'hui, ça ne dépend que de nous. Comme nous avons dit autour de cette table, ça ne dépend que du peuple congolais. Les gens qui continuent à nous maltraiter, à nous tuer, le Congo ne leur appartient pas. Ça nous appartient à nous tous. Alors, je vous exhorte à continuer à rester mobilisés pour que ensemble, quel que soit ce qui va sortir du centre interdiocésain, si les résultats du centre interdiocésain ne sont pas conformes à ce que veut le peuple congolais, n'hésitez pas, prenons-nous en charge
pour qu'enfin que ce pays-là nous revienne. Je vous remercie, vous trois, mes intervenants d'aujourd'hui. Je vous suis très reconnaissante pour votre contribution justement à l'édification du peuple congolais. Je vous remercie, vous, nos téléspectateurs, qui nous avez donné le temps de nous suivre. Alors, ce plateau est vôtre. N'hésitez pas, donnez vos commentaires. Je voudrais particulièrement inviter tous les débatteurs des réseaux sociaux à prendre place sur ce plateau, à vous faire entendre et à faire comprendre vos opinions, parce que nous en avons besoin. Alors ça ne sert à rien qu'on soit fameux sur Facebook, sur Twitter ou je ne sais pas, sur Instagram ou quoi d'autre, et puis qu'on se cache qu'on refuse de se faire voir devant la caméra. Il faut affronter la caméra pour donner vos points de vue, donner vos idées, pour qu'on débatte ensemble. On aurait vraiment voulu avoir sur ce plateau les membres de la PARECO, les membres du PPRD, les membres de l'UNC et les autres partis politiques, que ce soit de la majorité présidentielle que j'ai pas cité du MLC, je pense qu'il y en a d'autres aussi, ainsi que les membres de l'opposition, tous ces faux opposants et ces vrais opposants. On aimerait vous rencontrer, on aimerait vous écouter, on aimerait connaître le fond de votre pensée pour votre peuple que vous êtes entre guillemets censé défendre et que vous voulez défendre justement. On aimerait savoir ce que vous pensez, on aimerait savoir quelles sont vos pistes de solutions pour que nous puissions sortir de cette crise. C'est pour ça que je remercie nos éminents intervenants d'aujourd'hui. Alors prenez votre part à l'édification du Congo, réagissez, intervenez et donnez des solutions de sortie de la crise, parce que le peuple est frustré, le peuple en a besoin. Le peuple a besoin de comprendre dans quelle direction il se range présentement. C'est très important. Alors, on se retrouve la prochaine fois. Vous pouvez appeler, vous pouvez écrire. On va organiser un autre point, un autre débat. Pourquoi pas, pour que nous puissions continuer justement à nous mûrir et à nous sensibiliser pour aller de l'avant, parce que nous sommes appelés à aller de l'avant. On n'est pas appelé à stagner. On n'est pas appelé à nous complaire dans notre sort ou bien à pleurnicher pour notre sort. Nous voulons sortir de cette situation. Donc c'est très important que tout le monde puisse prendre part, surtout tous ceux qui sont des éloquents, tous ceux qui sont des orateurs fameux, connus, qui pensent qu'ils peuvent apporter quelque chose de bien, comme Mende, comme notre fameux Mende, comme Kanyama, comme tous ces autres-là qui polluent les réseaux sociaux, qui polluent aussi, qui s'accaparent des chaînes télévisées en République démocratique du Congo. On aimerait s'asseoir et discuter avec vous sur le sort du peuple congolais que tout le monde veut défendre. Alors, sur cette note, nous allons vous laisser et puis nous attendons vos réactions, votre participation et je vous parlerai également, je vous renverrai également sur www.diversitéplus.com. C'est un nouveau site lancé par Yves Kabemba qui est justement le leader qui travaille, celui que j'appelle moi souvent le héros dans l'ombre. Et ce site-là, c'est un site destiné à toute la communauté immigrante. Aujourd'hui, nous avons reçu des Congolais, nous avons reçu aussi des membres de la communauté africaine du Congo-Brazza. Nous allons discuter des sujets qui touchent la communauté immigrante en général. Vous pouvez vous abonner. Nous faisons appel aux entrepreneurs qui veulent maximiser leur visibilité sur Diversité Plus et sur Congo Mikili. Nous avons des offres particulières pour vous. Nous avons des offres spéciales pour vous. C'est le moment de vous adhérer parce que nous allons prendre 10 entrepreneurs dans une vague publicitaire qui va essayer de faire la promotion de leur entreprise. Accrochez-vous, écrivez www.diversitéplus.com ou bien vous appelez Congo Mikili, vous allez avoir des forfaits spéciaux pour votre entreprise. Congo Mikili est là pour vous, Diversité Plus également est là pour vous. Sur cette note, je vous laisse et je vous souhaite de joyeuses fêtes dans vos familles.